Pourquoi ça nous touche? Caroline Lachowski. Bonjour, ravi de vous retrouver avec Apolline Verlon-Raison à la réalisation pour nous intéresser aux fourmis aujourd'hui, à leur intelligence collective mais aussi individuelle. De quoi nous surprendre et nous inspirer, ces petits insectes sociaux qui fourmillent sur Terre depuis des centaines de millions d'années sont en effet non seulement capables de s'auto-organiser sans chef, mais elles ont aussi découvert l'agriculture et les antibiotiques, dotées d'un formidable sens de l'orientation qui leur permet de toujours retrouver leur fourmilière. Elles sont aussi capables d'éviter les embouteillages et de modifier leur régime en fonction de leurs besoins. Mais comment font-elles? Comment vit une société de fourmis? Comment communiquent-elles? Comment en réseau? Comment s'orientent-elles? Comment mémorisent-elles? Plongées au sein des sociétés de fourmis bien plus complexes qu'on ne l'imaginait, avec nos invités, les éthologues Audrey Dussutour et Antoine Wistrach, qui nous feront partager leurs plus étonnantes découvertes autour de la question « Pourquoi les fourmis retrouvent toujours leur chemin ?» Bienvenue. Bonjour Audrey Dussutour. Bonjour. Merci d'être sortie de votre fourmilière toulousaine pour être en direct avec nous sur RFI. Vous êtes éthologue et myrmécologue, c'est-à-dire spécialiste des fourmis, chercheuse au CNRS, au Centre de recherche sur la cognition animale à l'Université Paul Sabatier de Toulouse. Vous vous êtes récemment fait connaître de vos pairs et même du grand public en travaillant sur le blob, une étrange cellule géante autonome sans cerveau, ce qui fait que vous partagez votre temps de recherche entre le blob et les fourmis, peu commun. Vous étudiez, Audrey, leur intelligence collective, celle des fourmis. Vous avez travaillé sur leur capacité à prendre les meilleurs chemins, à réguler leur trafic, à éviter les embouteillages et même à modifier leur alimentation en fonction de leurs besoins. Elles sont intelligentes, les fourmis, plus qu'on ne le croyait. C'est pour ça que vous avez eu envie de les étudier. Alors moi, mon amour pour les fourmis, c'était quand j'étais en 4e année d'université et on a eu un cours sur l'intelligence collective. Donc une forme d'intelligence différente, une forme d'intelligence distribuée qui n'est pas centrée sur l'individu, mais qui naît du groupe. Et moi, ça m'a fascinée et c'est comme ça que je suis tombée en fait un peu dans la recherche des fourmis. Et donc mon sujet de recherche, c'est comment les fourmis collectivement arrivent à résoudre des problèmes. Et c'est souvent des problèmes liés à l'alimentation, donc soit se déplacer tout en groupe, soit quoi ramener, quand le ramener, etc. Et donc vous passez votre temps au bord de la fourmilière? Oui, c'est ça. Je pense que j'ai passé ma vie à compter des milliards de fourmis, puisque les expériences que je mène, c'est des traversées de route, et donc on compte les fourmis qui passent sur la route. De l'intelligence collective des fourmis à l'intelligence individuelle. Bonjour Antoine Wistrach. Bonjour. Vous êtes également éthologue, devenu myrmécologue. Vous menez vos recherches sur les fourmis au Centre de recherche sur la cognition animale à l'Université Paul Sabatier de Toulouse. Et vous, donc, vous travaillez sur l'intelligence individuelle des fourmis. On n'arrête pas le progrès. Vous venez de mettre en évidence l'incroyable capacité d'orientation des fourmis, bien plus sophistiquée qu'on ne le pensait, capable de mémoriser une scène pour y revenir, même à reculons. On peut donc parler d'intelligence individuelle des fourmis. Elles ont beau avoir un tout petit cerveau, ils travaillent quand même. C'est ça qui vous a orienté vers ces fourmis, oui, un tout Antoine? petit cerveau, mais beaucoup plus complexe qu'on peut l'imaginer. Ouais. C'était d'ailleurs une des grandes surprises de Darwin qui commentait sur ces cerveaux microscopiques qui sont peut-être une des choses incroyables de l'univers. Moi, c'est en allant les étudier sur le terrain où j'ai pu me rencontrer certaines espèces individuellement sont capables de naviguer, c'est-à-dire de retrouver leur chemin, de s'orienter dans des environnements très complexes comme la forêt vierge. Vous voyez une fourmi qui part à 20 mètres. Vous dites, elle va jamais retrouver son nid, c'est un tout petit trou complètement camouflé sous une feuille quelque part, et non toute seule, en utilisant la vision des repères qu'elle a appris elle-même, elle est capable de retrouver son chemin et retrouver son nid sans problème. Et là, je me suis dit, oui, il y a des choses à comprendre. Comment un cerveau si petit peut faire une tâche aussi complexe. Autour de la question pourquoi et comment les fourmis retrouvent toujours leur chemin, première piste de réflexion sonore sur l'intelligence donc individuelle et collective des fourmis, avec le mix forcément fourmillant d'Apolline Verlon-Raison. Il existe 12 000 espèces de fourmis, donc 12 000 histoires à raconter. Chez les fourmis, il y a une division des tâches et donc il n'y a que certaines fourmis qui vont participer à la recherche de nourriture. Tout le monde a vu les fourmis se suivre en file indienne de la fourmilière vers la nourriture et revenir d'une source de nourriture vers la fourmilière. Comment se fait-il
que les fourmis trouvent le chemin le plus court? Eh bien, les chercheurs, à la fois informaticiens et mathématiciens, ont commencé à s'intéresser au comportement collectif des fourmis dans les années 90, essentiellement en étudiant leur comportement pour en tirer des algorithmes d'optimisation. Dans l'embouteillage de fourmis, il y a plus de phéromones, ça sent plus fort. Elles sont un peu comme des têtes chercheuses qui explorent de nombreux chemins dans tous les sens, puis retournent vers leur colonie. À première vue, tout cela semble très désordonné. Mais en vérité, ces fourmis communiquent ensemble de façon très intelligente afin d'optimiser leur déplacement. Vous savez, ma mère n'avait jamais de temps à me consacrer. Vous savez, quand vous êtes l'enfant du milieu, dans une famille de 5 millions, on ne s'intéresse pratiquement pas à vous, c'est vrai, c'est incroyable. Au cours de leur évolution, les fourmis ont développé des variantes. Certaines reines solitaires, par exemple, se risquant à sortir du nid pour se trouver de la nourriture. D'autres s'associant à plusieurs reines pour fonder un même nid. D'autres encore parasitant d'autres colonies. Ces fourmis, les fourmis de feu, sont devenues les bêtes noires des circuits électriques. Est-ce qu'il y a une forme d'intelligence dans le comportement général des fourmis qui pourrait avoir une pertinence pour faire un nouveau type d'ordinateur ? Qui veut réagir ou répondre à cette dernière question, Antoine Wistrach ? Alors, du point de vue de l'organisation entre individus, on peut y voir des réseaux. Mais moi, je connais surtout les réseaux au sein du cerveau d'un individu. C'est aussi une organisation entre neurones, cette fois. Dans ce tout petit cerveau, tête d'épingle des fourmis. Oui, il va y avoir, ça peut être 500 000 jusqu'à 1 million de neurones, et chaque neurone peut faire jusqu'à 100 000 connexions avec d'autres neurones. Donc c'est une sorte de collectivité ultra complexe. Et là, pour répondre à la question par rapport aux ordinateurs, on voit l'essor en ce moment de l'intelligence artificielle et le deep learning, qui est un réseau de neurones artificiels qui progresse en couches régulières. Donc, et qui permet d'apprendre Voilà. Sauf que quand on compare avec le cerveau des insectes, on voit des points communs, donc plusieurs couches qui se succèdent, mais on voit aussi des différences avec le cerveau des fourmis qui va être spécialisé en différentes zones, qui ont beaucoup plus de connexions entre elles, puis des feedbacks, c'est-à-dire certaines couches assez tardives qui vont envoyer des connexions vers les couches plus en amont. Donc on voit qu'il y a encore des choses à comprendre pour arriver à égaler leur intelligence. Les fourmis sont décidément trop fortes, et quand vous parlez de ces millions de neurones, dès qu'on est dans les fourmis, il y a des chiffres gigantesques. Les fourmis, déjà, il y a 12 000 espèces sur Terre. Elles peuplent la Terre depuis bien plus longtemps que nous, les humains. Il y a combien d'espèces de fourmis alors chaque fois je dis il y a 12 000 espèces et 12 000 histoires à raconter, mais à mon avis on est plus, parce que ça fait 10 ans que je dis ça, et on découvre des espèces tous les jours de fourmis, donc on ne doit pas être loin. Sur tout le globe, partout. Voilà. Il y en a partout sauf en Antarctique, hein. Des fourmis, il y en a vraiment sur tout le globe, et bien sûr la biodiversité va être beaucoup plus importante dans les tropiques. Et quand on parle de nombre, c'est vrai qu'on va certaines espèces de fourmis vont avoir des colonies d'une 30aine d'individus, et puis vous allez avoir des fourmis comme des fourmis légionnaires où la même reine va générer 20 millions d'individus. Donc ça change selon les espèces, on va y venir, mais c'est toujours un peu la même. Il y a une sacrée organisation, auto-organisation sociale, avec une reine mais pas de chef, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors on va dire que l'organisation classique, parce que comme toujours avec les fourmis, il y a des exceptions, mais l'organisation classique, c'est une reine qui est la mère de tous les individus de la colonie, qu'on va appeler les ouvrières, qui sont habituellement stériles. Mais là, pareil, on a toujours des exceptions. Et la reine n'est pas le chef. C'est vrai qu'on lui a donné le nom de reine, mais on aurait pu lui donner le nom de pondeuse. Ça ressemblerait plus à ce qu'elle fait toute la journée. La reine pond des œufs. Ces œufs sont élevés par les premières ouvrières qu'elle a générées, qui vont s'en occuper, qui vont les nourrir et qui donneront les futures ouvrières. Donc la reine peut vivre très longtemps, ce qui est assez particulier pour des insectes. Elle vit jusqu'à 25 ans, alors qu'une ouvrière va vivre au maximum une année, quoi. Donc il y a vraiment une grosse différence. Et ces ouvrières, elles sont au service, enfin il n'y a pas de chef, elles sont quand même au service de la reine pour la nourrir, d'où l'intérêt, ce que vous avez été une des premières à découvrir, du chemin qu'empruntent les fourmis pour revenir à la fourmilière, et elles empruntent toujours le chemin le plus court. Oui, les fourmis, alors ça c'est les fourmis qui laissent des pistes chimiques qu'on appelle. Alors ça c'est donc beaucoup d'espèces, et c'est celles que les gens voient dans leur cuisine, hein, qui font des petites, qui se suivent à la queue leu. En fait, comment ça marche ? Donc dans une colonie de fourmis, vous avez 10% des fourmis qui vont sortir du nid et récolter de la nourriture pour tout le monde.
Cette fourmi, au départ, quand elle part un petit peu au hasard. Et quand elle trouve une source de nourriture, elle revient au nid en laissant une trace chimique sur le sol, comme le petit poucet. Cette trace, comme une odeur, une molécule chimique. Une petite odeur qui s'appelle une phéromone. Et cette phéromone va être attractive pour les fourmis qui sont restées à l'intérieur du nid. Et ça va être aussi un signal d'orientation qu'elles vont suivre, tout bêtement. Elles vont, elles aussi, aller à la source de nourriture et renforcer cette piste. Donc, et ce système de renforcement de piste, de choix de chemin, va faire que les fourmis prennent des raccourcis. Donc, dans une expérience assez classique qu'on fait en laboratoire, on propose aux fourmis 2 sources de nourriture. Une est beaucoup plus près du nid que l'autre. Et on va voir que finalement, c'est toujours la nourriture la plus près du nid qui va être privilégiée parce que l'amplification, ce renforcement de phéromones sera plus rapide à cette source de nourriture qu'à l'autre. Et tout simplement, on va voir l'émergence d'un raccourci sans que la colonie ait conscience, sans que la colonie compare les chemins. Sans les comparer. D'où l'intérêt, d'où ces algorithmes fourmis qui ont été fabriqués à partir de ça. Un de nos auditeurs à Lubumbashi, en République démocratique du Congo, a une question. Il demande pourquoi quand on jette quelques morceaux d'aliments n'importe où, les fourmis apparaissent toujours. Est-ce qu'elles vous voient? Est-ce qu'elles sentent? Comment expliquer ça? Non, c'est que comme ces 10% de fourmis qui cherchent la nourriture sont à l'extérieur du nid, elles sont un petit peu partout. Elles ce qu'on appelle un comportement d'exploration. Elles se baladent un petit peu partout. Donc dès que quelque chose va tomber dans l'environnement, elles vont le repérer. Et là, elles vont appeler toutes les copines. Et qu'est-ce qu'elles ont de spécial, les 10% de fourmis qui sont exploratrices? La plupart, dans certaines colonies, c'est ce qu'on appelle les fourmis les plus vieilles. Les fourmis, elles vont aller faire de tâche en tâche. Alors au départ, elles vont s'occuper des petits, puis après, elles vont être plus dans la construction du nid, plus dans la défense. Et plus elles vieillissent, plus elles vont prendre des tâches, des travaux qui sont dangereux. Donc elles vont sortir. Ça craint moins si elles sont plus âgées. À l'intérieur, elles sont plus protégées que quand elles sont à l'extérieur. Et du coup, le risque de prédation, de se perdre, etc. Mais donc elles ont des aptitudes qui changent aussi au cours de leur vie. Alors voilà, avec l'âge, comme ça. Oui, c'est des aptitudes. Il va y avoir en fait une physiologie qui va changer, mais c'est pas chez toutes les espèces de fourmis. D'autres espèces, ça va être plus morphologique. Il y avait des fourmis, la morphologie, elles vont être adaptées à faire telle tâche ou telle tâche. Donc ça va dépendre. Il y a des fourmis où elles sont toutes de la même taille et du coup là, ça va être l'âge qui va déterminer la tâche qu'elles vont accomplir. Et dans certaines colonies, c'est leur taille, leur morphologie. En quoi ça nous touche? Caroline Lachowski. Bonjour, ravi de vous retrouver avec Apolline Verlon-Raison à la réalisation pour nous intéresser aux fourmis aujourd'hui, à leur intelligence collective mais aussi individuelle. De quoi nous surprendre et nous inspirer, ces petits insectes sociaux qui fourmillent sur Terre depuis des centaines de millions d'années sont en effet non seulement capables de s'auto-organiser sans chef, mais elles ont aussi découvert l'agriculture et les antibiotiques, dotées d'un formidable sens de l'orientation qui leur permet de toujours retrouver leur fourmilière. Elles sont aussi capables d'éviter les embouteillages et de modifier leur régime en fonction de leurs besoins. Mais comment font-elles? Comment vit une société de fourmis? Comment communiquent-elles? Comment en réseau? Comment s'orientent-elles? Comment mémorisent-elles? Plongées au sein des sociétés de fourmis bien plus complexes qu'on ne l'imaginait, avec nos invités, les éthologues Audrey Dussutour et Antoine Wistrach, qui nous feront partager leurs plus étonnantes découvertes autour de la question « Pourquoi les fourmis retrouvent toujours leur chemin ?» Bienvenue. Bonjour Audrey Dussutour. Bonjour. Merci d'être sortie de votre fourmilière toulousaine pour être en direct avec nous sur RFI. Vous êtes éthologue et myrmécologue, c'est-à-dire spécialiste des fourmis, chercheuse au CNRS, au Centre de recherche sur la cognition animale à l'Université Paul Sabatier de Toulouse. Vous vous êtes récemment fait connaître de vos pairs et même du grand public en travaillant sur le blob, une étrange cellule géante autonome sans cerveau, ce qui fait que vous partagez votre temps de recherche entre le blob et les fourmis, peu commun. Vous étudiez, Audrey, leur intelligence collective, celle des fourmis. Vous avez travaillé sur leur capacité à prendre les meilleurs chemins, à réguler leur trafic, à éviter les embouteillages et même à modifier leur alimentation en fonction de leurs besoins. Elles sont intelligentes, les fourmis, plus qu'on ne le croyait. C'est pour ça que vous avez eu envie de les étudier. Alors moi, mon amour pour les fourmis, c'était quand j'étais en 4e année d'université et on a eu un cours sur l'intelligence collective. Donc une forme d'intelligence différente, une forme d'intelligence distribuée qui n'est pas centrée sur l'individu, mais qui naît du groupe.
Et moi, ça m'a fascinée et c'est comme ça que je suis tombée en fait un peu dans la recherche des fourmis. Et donc, mon sujet de recherche, c'est comment les fourmis collectivement arrivent à résoudre des problèmes. Et c'est souvent des problèmes liés à l'alimentation, donc soit se déplacer tout en groupe, soit quoi ramener, quand le ramener, etc. Et donc vous passez votre temps au bord de la fourmilière? Oui, c'est ça. Je pense que j'ai passé ma vie à compter des milliards de fourmis. C'est des traversées de route. Soulevé par Carole Châtelain du mensuel Science et Avenir. Quelle différence peut-on faire entre une colonie de fourmis et une colonie d'abeilles? Est-ce qu'elles fonctionnent de la même façon? Est-ce que c'est la même intelligence collective qui est à l'œuvre? Antoine Vistra, votre réponse? Il y a beaucoup de similitudes, mais il y a effectivement aussi des différences. Alors, mais ça revient à ce que disait Audrey, 12 000 espèces de fourmis, alors que quand on parle d'abeilles, on parle d'une espèce d'abeille en particulier, l'abeille à miel. Et donc il va y avoir des espèces de fourmis qui vont être plus similaires à des espèces d'abeilles, à cette abeille, que à d'autres espèces de fourmis, si vous voulez. Mais on a toute une diversité de sociétés chez les fourmis, alors que chez l'abeille, c'est l'histoire un petit peu qu'Audrey a racontée, assez classique, avec une mère pondeuse. Et non, il y a peut-être quelque chose d'intéressant, c'est que les abeilles, remarque certaines fourmis aussi, vous voyez, déménagent. Donc la vieille reine va partir avec un certain groupe, les apiculteurs le savent bien, avec un certain groupe d'ouvrières pour aller trouver un autre nid. Alors que les fourmis... Alors certaines espèces oui et d'autres non. D'accord, ne déménagent pas. Et les fourmis, très fortes pour repérer leur nourriture, vous vouliez ajouter quelque chose pour répondre à notre auditeur en RDC sur le fait que dès qu'on a un peu de nourriture, il y a toujours une fourmi finalement qui sort de quelque part. C'est lié aux exploratrices qui sont dehors, mais pas seulement, dites-vous? Alors oui, une part de la réponse, c'est parce qu'il y a beaucoup d'exploratrices qui cherchent, mais il faut savoir que chaque individu n'est pas juste en train de chercher de façon aléatoire. Il utilise des bonnes stratégies, notamment des sens aiguisés. Pour la nourriture, ça va principalement être l'olfaction. Effectivement, il y a une étude très jolie qui a été faite d'ailleurs dans les lacs salés de Tunisie, avec ces fourmis qui sortent en individuel de leur nid pour aller chercher. Alors là, vous imaginez, au milieu du désert, il va peut-être y avoir quelque part un petit insecte grillé à ramener au nid. Alors ces fourmis, pour augmenter leur chance de le trouver, elles tendent à se diriger, lorsqu'elles cherchent la nourriture, perpendiculaire au vent. Ce qui fait que ça augmente leur chance de croiser une effluve qui, elle, va descendre avec le vent. Et lorsqu'elles rencontrent une effluve, là, elles tournent à 90 degrés, elles remontent à la source. Et du coup, ça augmente, chaque fourmi, en fait, a des stratégies très efficaces pour trouver par elle-même des nourritures, même si elles pour trouver la nourriture, donc elles utilisent leur sens olfactif, elles sentent, mais elles voient aussi les fourmis. Oui, alors... Elles voient comment? Alors, la plupart des espèces ont des yeux, elles utilisent ces yeux pour la navigation, c'est-à-dire pour apprendre les repères visuels qui vont lui permettre de retourner à des endroits où elles ont trouvé de la nourriture, parce qu'il y a peut-être une plus grande chance qu'il y en ait de nouveau. Ça va leur permettre aussi de se rappeler des endroits à éviter, parce qu'il peut y avoir des endroits un petit peu dangereux. De se rappeler, donc elles ont une mémoire aussi. Tout à fait, oui. Et cette mémoire, tout petit cerveau. Cette mémoire va être liée en particulier avec la vision. Elles vont se rappeler des scènes visuelles, par exemple. À cette scène visuelle peut-être associer quelque chose de positif ou de négatif, ou simplement c'est les scènes visuelles qui me ramènent au nid. C'est-à-dire que dans la vision de la tête de la fourmi, elle photographie, enfin je sais pas quel mot employer, la scène. Alors c'est-à-dire c'est un petit peu comme nous au final, la scène visuelle qui va être projetée sur sa rétine va déclencher un pattern électrique de stimulation neurale qui va pouvoir être mémorisé, alors quelques couches plus loin dans le cerveau. Et ce qui va permettre ensuite à la fourmi, si elle retrouve cette scène, c'est-à-dire ce pattern d'activation neurale, de savoir qu'il est familier, effectivement, parce qu'elle l'a appris. Derrière, elle peut savoir où cette vue familière, je dois continuer tout droit, c'est ma route pour retourner au nid. Et elles retrouvent toujours leur nid, toujours leur fourmilière. Alors oui, moi j'ai fait en tout, peut-être j'ai passé 7 ans sur le terrain. Sur le terrain des fourmis. Sur le terrain, avec ces fourmis qui naviguent individuellement. On peut les déplacer, alors il faut vraiment être méchant et les déplacer sur des centaines de mètres pour qu'elles se perdent, oui. Mais spontanément dans la nature... oui, non, elles retrouvent la plupart du temps leur chemin, même tout le temps, je pense. Grâce à des repères, on va y revenir, à ce que vous avez démontré, grâce à des repères terrestres, mais aussi célestes. Voilà. Ça, c'est d'ailleurs comme ça que l'histoire de la navigation des fourmis a démarré. On a d'abord découvert qu'elles utilisaient ces indices qui nous sont invisibles. Quand on regarde le ciel, rien de particulier, alors que quand un insecte et une fourmi qui navigue, et une abeille aussi, voit le ciel, elle voit des choses comme un pattern de couleurs grâce à la vision de l'UV, elle voit aussi un pattern de polarisation qui nous est complètement invisible. Et ça va lui donner un indice de compas
qui va lui permettre sans arrêt, comme si elle avait une boussole intégrée dans son cerveau, de savoir si elle s'oriente vers le nord, vers le sud ou vers l'est. Le compas des fourmis. On continue de découvrir la fascinante intelligence collective et individuelle des fourmis dans 3 minutes. On se retrouve, vous restez avec nous bien sûr, à Audrey Dussutour et Antoine Wistrach. On se retrouve juste après le flash d'infos autour de la question pourquoi et comment les fourmis retrouvent toujours leur chemin. À tout de suite. De la question. Caroline Lachowski. Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie sur les traces des fourmis. Nous continuons de découvrir l'incroyable intelligence individuelle et collective des fourmis avec nos invités, les éthologues et myrmécologues Audrey Dussutour et Antoine Wistrach du Centre de recherche sur la cognition animale de l'Université Paul Sabatier de Toulouse, qui nous font partager leurs stupéfiantes découvertes au sein des fourmilières qu'ils étudient autour de la question pourquoi les fourmis retrouvent toujours leur chemin. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Oh, regarde celle-là, elle transporte une feuille. Oh. Non mais t'as vu ça comme elle est forte? On pense toujours que toutes les fourmis piquent ou que ça fait mal, etc. En fait, bon bien sûr ça peut piquer hein, si on les écrase ou si on les... Voilà. Mais sinon, elles sont trop occupées pour attaquer. Hein. Tu la vois la grosse là? Oui. Elle a devant comme des petites pinces. Regardez le petit tunnel. Ce sont les larves, Raphaël, c'est-à-dire les œufs qui grandissent. Qui est-ce qui pond? C'est la reine. Voilà, il n'y a que la reine. Et qu'est-ce qu'il y a comme autres fourmis? Est-ce qu'il y a des ouvrières? Oui. Qu'est-ce qu'elles font? Elles construisent. Ah, elles construisent. Moi, je pense pas que je pourrais faire tout ça, porter du foie mon poids et tout. Et là, ça vraiment, c'est incroyable. Incroyable, les réactions des visiteurs de l'exposition 1000 milliards de fourmis, c'était au Palais de la Découverte en 2013, extrait du reportage réalisé par Alice Milo. Depuis, moi j'ai l'impression que les chercheurs comme vous, Audrey Dussutour et Antoine Wistrach, n'arrêtent pas de faire des découvertes sans arrêt sur les capacités étonnantes des fourmis. Oui, alors en fait, des découvertes, on en fait tout le temps. Faut savoir qu'on mène à peu près, moi je fais pas dans mon laboratoire avec les étudiants, à peu près 3 ou 4 expériences par an différentes. Et donc nous, en ce moment, c'est ce qui nous préoccupe, c'est toujours la même question, comment les fourmis font pour éviter les embouteillages? Ça, c'est vraiment la grande question qui anime ma carrière. Parce qu'il n'y a pas d'embouteillage chez les fourmis. Il n'y a jamais d'embouteillage chez les fourmis. J'en ai jamais observé. Et pourtant, on monte à des densités, pour donner un ordre d'idée aux auditeurs, de 25 fourmis au centimètre carré. Donc si vous voulez voir une équivalence au niveau humain, c'est 11 personnes dans 1 mètre carré. Donc en fait, c'est une densité qui chez nous fait qu'on est bloqué complet. Et bien chez les fourmis, ça progresse, ça avance. Et nous, on essaye de comprendre comment elles font. Et donc, vous avez des pistes, justement? C'est quoi vos pistes? Alors, on s'est aperçu que les fourmis, elles s'organisent, elles s'auto-organisent finalement. Et elles ont des petites règles de priorité. On a travaillé, par exemple, sur les fourmis coupeuses de feuilles, dont le petit garçon parlait, qui transportent des grosses charges, donc qui peuvent faire penser à des camions dans un trafic. Et ces fourmis-là sont prioritaires. C'est-à-dire que si une jeune fourmi rencontre une fourmi chargée d'une grosse feuille, ben elle va la laisser passer. Donc, il y a plein de petites règles de priorité qui permettent de fluidifier le trafic et qui émergent au niveau du groupe, qu'on ne va pas retrouver forcément, par exemple, dans un trafic de piétons ou de choses comme ça. Elles sont très sociales, les fourmis. Vous étudiez aussi leur alimentation. Elles sont capables de changer leur alimentation en fonction des besoins, mais elles ramènent la nourriture pour toute la famille. Elles ont un estomac social, c'est ça? C'est ça. Alors, on appelle ça un estomac collectif. La nutrition est une activité collective. Ça peut paraître bizarre, parce que chez nous, elle est très individuelle. Oui, clairement. Mais chez les fourmis, c'est un acte qu'on partage. Donc les fourmis adultes, les ouvrières par exemple, ne sont pas capables tout à fait bien de digérer les protéines chez certaines espèces. Et donc elles vont donner la nourriture à manger aux larves. Et c'est les larves qui vont la régurgiter, prédigérer pour les adultes. Donc ce sont les bébés qui régurgitent pour les adultes. C'est un peu des estomacs portatifs dans la colonie. Et en effet, la colonie au niveau collectif va être capable de prendre des décisions au niveau nutritionnel pour maintenir un équilibre, une homéostasie nutritionnelle dans la colonie. Donc par exemple, si vous créez une carence en une toute petite molécule, vous enlevez un tout petit acide aminé de rien du tout. Donc l'acide aminé, c'est une molécule qui fait partie de la construction des protéines. Vous enlevez un tout petit truc comme ça et vous leur offrez 2 flancs très complexes avec des protéines, des lipides, des tas de choses. Et avec cette petite molécule dans un flanc et dans l'autre,
pas de cette petite molécule, elles ne s'y tromperont pas, elles iront directement sur le flanc qui présente cette petite molécule. Et comment elles vont faire pour communiquer leur découverte ? Toujours par cette piste chimique, elles vont déposer plus de phéromones sur des flancs un peu plus attractifs. Alors comment elles vont faire pour communiquer leur découverte ? Donc elles communiquent, mais comment elles vont faire pour le sentir, qui manque cet infime acide aminé ? On aimerait bien, nous, parfois, être capable de changer de régime en fonction de nos besoins. Clairement, quand elles ont carencé, ça va augmenter leur seuil de réponse à ces molécules particulières, parce qu'elles ont des récepteurs pour détecter, comme nous, les substances amères, les substances sucrées, les substances protéinées. Et donc elles vont savoir tout de suite, ça va... Ah, ça c'est bon, c'est ce qui nous manque. Elles sont décidément très très fortes, les fourmis. Vous les étudiez donc individuellement, Antoine Wistrach. Comment ça se passe dans le cerveau d'une fourmi ? On a parlé de sa vision, on a parlé de l'odorat. Dans le cerveau d'une fourmi, il se passe des choses. Bah oui, il se passe plein de choses en parallèle, et ça va dépendre tout à fait de la tâche que la fourmi doit faire à un temps T, ce qui va se passer dans son cerveau. Moi, je me suis principalement focalisé sur ces fourmis qui sortent du nid pour aller chercher la nourriture, donc c'était surtout une tâche navigationnelle, ne pas se perdre. Et là, quelque chose qui est très intéressant qu'on voit, c'est que non seulement elles mémorisent les vues, comme on en a parlé... Donc elles ont une mémoire, elles mémorisent les endroits où elles ont été et qui leur ont été favorables. Exactement, ainsi que ceux qui sont défavorables à éviter. Donc chaque individu fourmi va avoir une représentation de l'environnement qui est propre à son histoire de vie personnelle, avec ces endroits où il y a des choses qui se sont passées pas très bien. L'histoire de vie personnelle de la fourmi. Voilà, oui, sa mémoire, tout à fait. Et en plus, elles sont capables de réguler l'investissement en apprentissage, parce qu'un apprentissage, c'est pas gratuit, ça prend du temps, ça a un coût aussi métabolique, énergétique, parce qu'il faut changer son cerveau. Et on va voir, par exemple, une fourmi naïve qui sort du nid. S'il y a quelque chose qu'il faut apprendre absolument, c'est où est le nid. Et justement, toutes ces vues de la scène qui vont permettre de retourner au nid. Et c'est là où on va voir qu'elles effectuent cette petite danse où elles sortent et autour du nid, elles font des petites pirouettes pour faire face au nid et bien se rappeler toutes ces vues qui mènent au nid. Ça, c'est crucial. Si elle se perd, elle va mourir. Donc là, la danse des fourmis leur permet d'apprendre sous tous les angles ce qui se passe, la scène autour de leur fourmilière. Voilà, ce qui pourra lui permettre de retourner à son nid sous tous les angles, de n'importe quelle direction. Ouais. Donc là, il y a un gros effort avec une création de nouvelles protéines qui vont faire des nouvelles connexions neuronales à long terme. Et c'est un apprentissage. Toute sa vie, oui. Et c'est elle qui a investi, via son comportement, du temps dans cet apprentissage. Alors, quand elle va se déplacer et trouver une nourriture pour la première fois, on va voir une différence s'il s'agit juste d'une petite nourriture isolée ou s'il s'agit d'un gros paquet de nourriture qu'elle ne peut pas ramener d'un coup. S'il s'agit d'un gros paquet de nourriture, elle va investir plus de l'apprentissage de cette location aussi. Elle sait qu'elle peut y revenir. Et donc, on va la voir, si on enlève le paquet de nourriture, on va la voir revenir et chercher de façon très précise à cette location. Et elle leur a refait une danse pour se rappeler de la scène où est la nourriture ? Exactement, mais dans l'autre sens, voilà. On voit ça aussi chez les abeilles. Elles le font en vol, mais c'est la même chose. Ouais. Autour de la question comment s'orientent les fourmis, comment communiquent-elles leur intelligence donc collective et individuelle, tout ça a vraiment de quoi nous inspirer et ça inspire notamment les chercheurs en informatique comme le professeur Laurent Larger de l'université de Besançon qui travaille lui sur des supercalculateurs et des ordinateurs inspirés du cerveau et qui a une question pour vous. De quelle manière les fourmis sont-elles organisées en réseau et plus particulièrement ce qu'on connaît aujourd'hui avec les smartphones et compagnie et toutes les applications qui vont avec, en réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a des liens privilégiés entre certains groupes de fourmis qui facilitent pratiquement le fonctionnement de l'ensemble de la communauté? Oui, qui veut répondre, Audrey Dussutour? Alors en fait, c'est des sous-groupes. Donc chaque fourmi a une tâche plus particulière qu'elle va faire. Donc on a parlé des récolteuses, des nourrices. Donc clairement, les nourrices vont être plus connectées entre elles. Les récolteuses plus connectées entre elles que les deux groupes. Chez les fourmis coupeuses de feuilles, par exemple, on a vraiment une grande division du travail avec des petites fourmis qu'on appelle les jardinières qui vont s'occuper du champignon et des très grosses champignons qu'elles élèvent. C'est les fameuses fourmis agricultrices qui ont inventé l'agriculture, on peut dire comme ça. Elles élèvent un champignon qui va permettre de digérer des feuilles parce qu'elles ne peuvent pas les digérer, donc elles le donnent au champignon, le champignon digère, elles mangent le champignon. Pratique. Très pratique. Et donc ces fourmis agricultrices, jardinières, elles sont toutes petites, elles sont vraiment adaptées à rentrer dans les interstices du champignon. Elles ne rencontreront jamais leurs sœurs qui récoltent à l'extérieur, qui sont
10 à 15 fois, même 20 fois leur taille. Et donc on va avoir des sous-réseaux à l'intérieur de la société de fourmis qui sont eux connectés entre eux, mais on va avoir une hyper-connexion. C'est comme avec des villes. Vous allez rencontrer les gens qui sont dans votre ville, mais vous n'allez pas forcément rencontrer des gens de Besançon, justement. Mais on aura quelques liens entre Besançon et Toulouse, mais les gens de Toulouse sont plus connectés entre eux, les gens de Besançon plus connectés entre eux qu'entre Besançon et Toulouse. Et donc on va avoir des micro-réseaux à l'intérieur des colonies de fourmis. Et la reine, par exemple, va être connectée, elle, à toutes les nourrices, mais très peu aux récolteuses. Elle va obtenir sa nourriture via des transferts de nourriture de fourmi en fourmi. Ça va peut-être passer par 10 fourmis avant d'arriver jusqu'à la reine. Et comment elle se transfère la nourriture ? Alors par un système qui s'appelle, chez la plupart des fourmis, la trophalaxie. Donc la fourmi régurgite sa nourriture. Alors elle a un petit estomac social. Elle a son estomac perso et un estomac social qu'elle remplit quand elle va manger, puis elle le vide dans la bouche d'une autre. Et ainsi de suite jusqu'à ce que ça arrive par exemple à la reine. Ce qui est très très étonnant, je trouve, c'est les fourmis, c'est à la fois cette intelligence collective qu'on commence à mesurer, comme ça, une espèce d'énorme organisme, mais en même temps, il y a aussi une intelligence individuelle. Et ça, je trouve que c'est pas encore plus fascinant, mais c'est une nouvelle découverte, ça, quand même. Oui, et puis c'est vrai que c'est pareil un peu chez l'homme. On fonctionne, on a notre propre intelligence, mais on sait très bien qu'il y a des tâches qu'on fait mieux en groupe. On sait résoudre des problèmes en groupe qu'on ne saurait pas faire individuellement. En fait, quand on se met en groupe, on met les capacités de chacun à profit. Mais clairement, on a notre propre intelligence. Et la fourmi est équipée, comme disait Antoine, d'un système nerveux, d'un cerveau. Donc, elle est capable de résoudre des tas de problèmes toute seule. Mais clairement, avec le groupe, ses capacités vont s'amplifier. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas encore sur ce comportement intelligent, collectif et individuel des fourmis ? À ce sujet, une nouvelle question pour vous, Audrey Dussutour, c'est celle de Pablo Servigne, que vous connaissez, chercheur bio-inspiré, auteur d'un essai sur l'entraide, l'autre loi de la jungle. Il était récemment notre invité, on l'écoute. J'avais beaucoup aimé sa thèse. Elle avait travaillé sur les embouteillages chez les fourmis, et j'ai envie de demander à Audrey, est-ce que ces recherches sur les embouteillages ont donné des résultats dans la société ? Est-ce qu'on a utilisé ces recherches et ces algorithmes qui ont été développés? Est-ce que ça a donné quelque chose? Votre réponse, Audrey? Alors, les algorithmes qu'on a publiés, donc c'était notre premier algorithme qui était donc comment les fourmis se divertissent quand elles ont une bifurcation, quand il y a beaucoup d'embouteillages. Je ne sais pas s'il a été utilisé directement par une entreprise ou quoi que ce soit, mais il a été beaucoup repris dans des travaux théoriques d'informaticiens, clairement pour redistribuer des paquets dans des réseaux informatiques. Je ne sais pas si après ça a été jusqu'à faire de l'argent avec, je crois pas. Mais pour les questions de flux, comment finalement se déplacer C'est ça, on avait démontré comment les fourmis peuvent adapter en fait des choix collectifs en fonction des situations d'embouteillage. Donc si vous offrez à une colonie de fourmis un chemin court, comme on disait tout à l'heure, et un chemin long, elles vont choisir le chemin court. Mais si cette fois le chemin court est embouteillé, elles vont préférer prendre la voie la plus longue, parce que ce qu'elles essayent de maximiser, c'est le temps passé à se balader. Et c'est vrai que nous, il faut voir les fourmis comme une structure collective avec un but commun. Elles sont en train de coopérer. Ce que nous, on est rarement en train de faire quand on se bat dans notre voiture, c'est plutôt une petite chose individuelle. Ouais, et on veut être nous le premier. Oui, c'est ça. Et tout le monde n'habite pas chez nous. On n'habite pas tous au même endroit. Alors que les fourmis, il y a ce côté, voilà, il y a un point commun. Tout le monde va chercher la nourriture et la ramène au même endroit. Donc. Et ce que vous avez découvert aussi, vous, Antoine Wistrach, sur les fourmis, c'est qu'il n'y a pas que la communication chimique, il y a d'autres formes de communication entre elles ou d'autres manières de s'orienter chez les fourmis. Ah bah oui, une manière de s'orienter, c'est sûr. Visuellement, on l'avait vu. Mais par exemple, un autre mécanisme qui va émerger du coup au niveau collectif et qui est dû à des choses autres que les phéromones, c'est on voit chez certaines espèces, là je pense à une espèce de la forêt amazonienne, dont les individus naviguent individuellement, donc chaque individu a sa propre histoire, connaît ses endroits où il y a de la nourriture, et là on va voir la motivation des individus qui savent ce qu'ils font, les expérimentés qui sont là depuis plusieurs jours, ils foncent. Ils ont leur nourriture, ils foncent vers leur terrain pour trouver la nourriture, ils foncent vers le nid pour revenir, alors que les naïfs sortent et sont un petit peu plus hésitants. Si un individu un petit peu naïf se retrouve sur le territoire d'un individu expérimenté, l'individu expérimenté n'hésite pas à lui voler sa nourriture ou même lui foncer dedans un petit peu violemment, pour dire en quelque sorte, c'est mon territoire ici. Ça va inciter l'individu naïf à aller chercher ailleurs.
Et quand vous avez ce phénomène qui se répercute sur toutes les fourmis, ce que vous allez avoir, c'est que la distribution des fourmis va refléter la disponibilité de nourriture dans l'environnement. Il ne va pas y avoir trop de fourmis au même endroit. Sauf s'il y a énormément de nourriture, dans ce cas, tout le monde est content. Donc ça, c'est un mécanisme qui va faire émerger quelque chose d'optimal au niveau collectif et qui passe directement par une relation entre deux individus. Oui, c'est ça, c'est optimal au niveau collectif, mais entre individus, ça peut être de la compétition quand il faut. Ouais. C'est étonnant ce rapport justement entre intelligence collective et individuelle. J'y reviens parce que je trouve que c'est quand même ça qui est leur incroyable force, qui leur a peut-être permis aussi de rester aussi longtemps et de se développer comme ça sur la Terre. C'est peut-être vraiment deux niveaux d'analyse, deux façons de voir que nous, on porte sur les fourmis. Sur les humains, vous avez la même chose, la psychologie et la sociologie. Vous regardez les humains sur deux niveaux d'organisation différentes. Et effectivement, vous allez avoir des choses qui sont désavantageuses pour l'individu, mais avantageuses pour la colonie, pour la société chez l'homme aussi. Mais avec les fourmis, on a vraiment eu longtemps l'impression qu'effectivement la colonie, c'était le tout, et que d'ailleurs quand on écrase malheureusement une pauvre petite fourmi, on se dit c'est pas grave, c'est la collectivité qui compte. Or c'est plus compliqué que ça. Ah bah oui, parce que la colonie émerge des interactions entre individus. Si vous voulez changer le comportement de la colonie, vous ne pouvez faire qu'une chose, c'est changer le comportement des individus. Et ces individus, ils sont quand même capables de changer, d'apprendre, on l'a dit, d'avoir de la mémoire. On peut parler de choix, les fourmis, elles font des choix. En tout cas, quand elles sont face à deux choses qu'elles peuvent comparer, elles font des choix. Mais quand on parle, nous, de choix collectifs, c'est un peu le terme choix n'est pas très approprié parce que souvent, elles ne comparent pas. Quand on fait un choix, la plupart du temps, on peut comparer. Et les fourmis, elles ne comparent pas. On a l'impression qu'elles font un choix parce que de deux choses équivalentes, elles vont se focaliser sur une seule chose. Mais la plupart du temps, elles ne comparent pas. Mais j'aime beaucoup, moi aussi, le lien entre l'individuel et le collectif. Par exemple, dans des sociétés comme les fourmis coupeuses de feuilles qui sont extrêmement complexes, où c'est des millions d'individus, on a tendance à regarder beaucoup le collectif parce qu'elles utilisent des pistes chimiques, mais l'individu peut apprendre. L'individu qui se déplace, il n'est pas complètement naïf. Et il y a une expérience qui est super chouette qui a été faite en Allemagne où ils montraient que le champignon peut parfois être malade parce que les fourmis ramènent une plante qui est toxique. Et la fourmi est capable d'apprendre que cette plante est toxique parce que le champignon émet une substance qui est nauséabonde et du coup arrêter de récolter cette plante-là parce qu'elles ont appris que c'était pas bon pour le champignon. Et une fourmi naïve qui sait pas, qui ramènerait cette plante, se fait taper dessus par les autres qui lui disent en clair, ramène pas ça, c'est pas bon pour le champignon. Et tout ça se passe sur une piste et quand nous on regarderait de loin, on verrait juste des fourmis qui se tapent dedans, mais on verrait rien. Alors que derrière, il y a vraiment une organisation. Ah, il y a une vraie organisation. Elles ont aussi inventé les antibiotiques, on peut le dire comme ça. Oui, ces mêmes fourmis-là, en fait, elles élèvent des bactéries sur leur corps, sur leur thorax, sur leur abdomen. Et ces bactéries produisent des antifongiques qui vont tuer un champignon qui parasite le champignon qui leur permet de digérer la nourriture. C'est un tout petit champignon qui vraiment peut faire des carnages. Et donc, elles ont des bactéries qu'elles élèvent pour développer ces antifongiques. Trop fortes les fourmis, on écoute celle du chanteur québécois Jean Leloup sur RFI. Dans le monde des fourmis, il n'y a que des fourmis, des autoroutes de fourmis, des ascenseurs de fourmis, des océans de fourmis, des galaxies de fourmis, des échangeurs de fourmis, des myriades de fourmis. Dans les rêves des fourmis,
Antoine Vustrach autour de la question de l'intelligence collective et individuelle des fourmis. Je vous propose un dernier éclairage. C'est celui du célèbre neuroscientifique Antonio Damasio qui était hier notre invité et qui développe dans son dernier essai L'ordre étrange des choses une thèse originale sur les émotions à l'origine même de la vie, du vivant, des sociétés et de la culture. Les émotions comme principe moteur de l'évolution et de l'homéostasie, la force irrépressible du vivant pour se perpétuer. Écoutez son éclairage sur les fourmis et vous réagirez ensuite. Avec les insectes sociaux, ce qui se passe, c'est qu'il y a une organisation très très complexe qui a quelque chose de culturel. On peut parler évidemment de production culturelle dans la vie des colonies, dans les relations entre et les contributions que différents animaux font pour la vie de toute la communauté. La grande différence entre ces cultures-là et notre culture, c'est que dans ce cas, l'orientation est faite par un système génétique qui programme ces actions-là. Mais c'est un programme d'une énorme complexité et c'est un programme qui est lié très directement à l'homéostasie. Alors, ce n'est pas pensable que ces systèmes auraient développé sans le but principal de maintenir l'homéostasie des individus dans la colonie et l'homéostasie de la colonie elle-même. Qui veut réagir à cet éclairage d'Antonio Damasio? Antoine Vustrach. Alors, effectivement, il peut y avoir des conflits d'intérêts entre réguler l'homéostasie des individus versus réguler l'homéostasie de la colonie. Dans ces fourmis du désert, par exemple, qui vont chercher la nourriture à l'extérieur du nid, qui est une tâche très dangereuse, elles vont continuer à faire ce travail jusqu'à mourir brûlées sur le lac Salé. Donc là, elles se sacrifient pour la colonie. Hein. Complètement. Leur espérance de vie en laboratoire est beaucoup plus longue. Donc c'est la tâche comportementale qui réduit son expérience de vie et qui, en quelque sorte, on peut voir ça comme une façon extrême de perte de l'homéostasie, c'est-à-dire elle brûle, quoi. Mais pour sauvegarder la survie et l'homéostasie de la communauté, de la colonie. C'est essentiel pour la colonie et du coup pour maintenir l'homéostasie de la colonie. Ouais. Donc pauvres fourmis du désert qui vivent moins longtemps que dans vos laboratoires, comment vous les étudiez justement, vos fourmis? Vous êtes devant la fourmilière, vous suivez leur... Alors on a deux façons très différentes, Antoine et moi, de travailler, puisque moi c'est très laboratoire. Antoine racontera ses expériences sur le terrain. Oui, moi les changements climatiques, tout ça, j'aime pas. Donc moi je travaille dans le labo, donc nos colonies elles sont dans des boîtes en plastique, c'est assez simple. Et nous on construit donc pour étudier par exemple les embouteillages, plein de petits dispositifs qui ressemblent à des petits dispositifs autoroutiers. Vous vous amusez bien avec des petits Legos, des petits Legos. Et donc tout va être filmé. On a maintenant des systèmes d'analyse d'images qui nous permettent un petit peu de faciliter le comptage, mais ça reste qu'il y a beaucoup de choses qui sont manuelles et qui sont compliquées. Et pour la nutrition, on fait de la cuisine. Pour les fourmis. Voilà, de la cuisine pour les fourmis. Donc c'est assez compliqué parce que clairement, elles ne mangent pas pareil que nous. On ne connaît pas les saveurs, etc. Donc on fait beaucoup de tests qui des fois sont des gros échecs. Les fourmis le disent tout de suite quand elles n'aiment pas. Comportementalement, il n'y a pas photo. Et du coup, voilà, ça va être des expériences de laboratoire. Donc au laboratoire, on a une centaine de colonies de fourmis. On a de nombreuses espèces. À Toulouse, on doit avoir au moins une dizaine d'espèces différentes qu'on élève. Et c'est soit des espèces qui viennent de nos régions, soit des espèces qu'on va chercher un peu plus loin. Et justement, vous n'allez pas les chercher, mais peut-être que si, Antoine Vustrach, vous travaillez plus sur le terrain, oui. Où vous étudiez l'intelligence individuelle des fourmis. Donc on va sur les terrains, on essaie de trouver la sortie d'un nid, on va voir des individus qui fourragent, et typiquement ce qu'on fait, c'est que on met à un endroit, peut-être à 10 mètres du nid en fonction de l'espèce, une source de nourriture, et il suffit ensuite d'attendre que les individus la trouvent par eux-mêmes. Et donc vous attendez 2 jours, vous revenez, vous allez avoir peut-être une trentaine d'individus qui par eux-mêmes ont découvert la source de nourriture et commencent à faire des allers-retours. Et là, donc on va pouvoir tester plusieurs questions, on arrive avec des hypothèses et des prédictions qu'on peut tester en déplaçant les individus. Et comment on pose une question à une fourmi? Alors déjà, le truc essentiel, c'est être capable de les reconnaître individuellement. Donc à la base, c'était simplement des petits points de peinture, un code couleur directement sur le thorax de la fourmi. On fait pour la reconnaître. Peinture sur fourmi, voilà. Et alors là, ce qui se passe, c'est incroyable. On commence à réaliser à quel point il y a des différences entre individus.
Il va y avoir des individus qui reviennent très fréquemment, très rapides, mais qui n'apprennent pas forcément si vite. D'autres qui sont peut-être plus lents et qui vont apprendre beaucoup plus vite. On peut repérer un individu à la fin à son comportement. C'est très simple à faire, il suffit de la peindre et on va se rendre compte de la diversité. C'est pas du tout comme des petits robots. Et ça, malgré que certaines espèces soient complètement clonales, c'est-à-dire pas de différence dans la séquence d'ADN d'un individu à l'autre, donc génétiquement identiques, et pourtant... Ils ont des comportements différents. Ah oui, on reconnaît à son comportement un individu sans problème. Donc l'histoire de vie va amener un individu sur un développement complètement différent. Hein. Et vous vous attachez parfois à une petite fourmi ? Ah bah, il y a nos stars, bien sûr. Il y a celles qui font que ça marche vraiment parfaitement. Et puis, il y en a d'autres qui ajoutent un peu du bruit dans les données, quoi. Oui. Et ça change, j'imagine, évidemment, votre rapport aux fourmis en particulier, aux insectes en général. Qu'est-ce qui vous resterait à découvrir, Audrey Dussutour? Tant de choses. Hein. Ah, des tas de choses. En ce moment, on travaille justement sur des fourmis clonales et on prouve qu'en manipulant juste l'alimentation, on peut faire devenir une fourmi pondeuse et une fourmi récolteuse, juste en leur donnant de la nourriture différente. Donc, pour montrer que la génétique, c'est pas tout et que clairement, il y a une plasticité même chez les fourmis. Énorme. Voilà. Merci infiniment à tous les deux, Antoine Wistracht et Audrey Dussutour, d'être venus depuis Toulouse pour partager en direct avec nous sur RFI toutes ces pistes sur l'incroyable intelligence collective et individuelle des fourmis. Vous revenez quand vous voulez, on pourra reparler du blob avec vous, Audrey, ou des fourmis, sujet inépuisable. Merci à vous. Avec plaisir. Merci. Autour de la question sur Internet, www.rfi.fr